qui sont littéralement décédés, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Mais donc, en quoi c'est lié avec le Lost Media que je vais vous présenter? Vous allez voir. Si vous vous souvenez, on en avait parlé un peu avant, mais les cartoons sur Nickelodeon, c'est arrivé relativement tard. C'est simple, faire un dessin animé, c'est un peu plus cher que de filmer des gens. Suffisamment de rentrée d'argent, tu peux commencer à investir pour créer des cartoons. Les Razmoket sont sortis en même temps que les deux autres premiers Nicktoons, c'est-à-dire Dog et Ren and Stimpy, en 1991 durant l'été. La différence entre les Nicktoons et les autres dessins animés de l'époque, c'est qu'à l'époque, les dessins animés servaient quasi exclusivement de support promotionnel pour vendre des jouets. Et Nickelodeon voulait aller en contre-courant et focaliser les dessins animés sur les personnages et proposer des vraies franchises intéressantes sans pour autant penser en premier et automatiquement au merchandising. Sauf que moi, en 1991, j'étais pas en vie et j'allais pas l'être pendant plus de 10 ans. Et en général, j'ai extrêmement peu regardé la télé dans mon enfance. Les Razmoket, j'ai pas connu. J'ai donc regardé quelques épisodes pour faire ce finding. Je déteste. Ouais, c'est pas pour moi. Les Razmoket, c'est un show bizarre où les personnages principaux sont ces bébés, dont surtout celui-ci qui s'appelle Casse-Bonbon, qui ont des péripéties un peu absurdes basées sur leur incompréhension du monde, en opposition complète avec le monde non moins absurde de leurs parents. Je sais pas si je suis tombé sur les mauvais épisodes ou si je suis juste trop vieux, c'est certainement parce que je suis trop vieux, mais j'ai pas accroché du tout et j'ai trouvé ça assez déroutant à regarder. Il y a quand même 2-3 idées intéressantes ici et là, des blagues franchement plutôt pas mal et qui sont clairement destinées à des adultes, mais clairement c'est pas pour moi quoi. Néanmoins, le critique qu'en termes de public. C'était l'entreprise Klasky Csupo qui s'occupait de créer les épisodes. Il s'agit d'un studio d'animation qui a notamment animé d'autres dessins animés importants de Nickelodeon, mais aussi des épisodes des Simpsons, etc., etc. Et évidemment, quand tu es animateur dans les années 90 pour un des programmes les plus demandés de l'histoire de la télévision pour enfants, les conditions de travail sont plutôt difficiles. Crunch régulier, heures sup non payées, salaire en deçà de la charge de travail effectuée, c'est un travail qui exploite ouvertement le fait que les employés sont des passionnés pour leur faire accepter des conditions assez mauvaises. Ce serait dommage que ce soit encore le cas aujourd'hui. Ce genre de truc, ça amène à des tensions, une ambiance stressante dans le studio, et pour y remédier, les employés et animateurs ont parfois leurs petits jeux et traditions pour détendre l'atmosphère. Et parmi celles-ci, on trouve l'étrange tradition du storyboard jam. Le terme storyboard jam emprunte le mot jam du vernaculaire de la musique. Un jam, c'est une improvisation musicale où tous les instrumentistes essayent d'apporter quelque chose au morceau de différent. Le tout se fait dans des sessions plutôt longues, impliquant de nombreux solos, etc., etc. Dans le même style, un storyboard jam consiste à créer une case ou plus d'un storyboard, puis de la passer à un autre animateur pour créer un épisode de toute pièce qui ne finira évidemment jamais animé, comme une sorte de cadavre exquis. Maintenant, le truc que j'ai pas dit, c'est qu'un storyboard jam est fait pour être vulgaire, crade et profondément immoral. L'objectif, c'est de permettre à des gens stressés et sur les nerfs de se défouler sur leurs personnages qui n'en peuvent plus de dessiner en boucle. Et évidemment, ce genre de pratique d'écriture implique toutes les choses les plus obscènes que vous puissiez imaginer. En 1998, dans les locaux de Klasky, le directeur animateur de plusieurs épisodes de la série Steve Ressell lance un storyboard jam du nom de Incredible. Cette première page, décrite sur un journal en ligne de Steve Ressell lui-même, montrait Angelica étant une avec Casse-Bonbon, donc il lui fait une boisson dans la cuisine avec de la nourriture pour chien et du déboucheur de canalisation avant de se rapprocher d'elle. Ça set le ton, hein, c'est la vraie description traduite qu'a fait Steve Ressell de la première page. À ce moment-là, il la donne à d'autres animateurs. Après quelques tours, il la reçoit et il est choqué. L'histoire commence à impliquer des violences domestiques et là arrive la seule page qui a été sauvegardée de ce storyboard jam. On y voit Casse-Bonbon apporter à Angelica la boisson avant de se faire interrompre par sa mère. Celle-ci se fait frapper par son mari qui s'empresse de faire des remarques sexuelles à ses nourrissons avant de forcer son fils à boire la boisson. Celui-ci se met à trembler incontrôlablement tandis qu'Angelica... J'ai pas envie de décrire ce qu'elle dit, hein, ceux qui savent traduire voient, mais vous comprenez que ça commence à devenir assez grave ce qui est présenté. Vous imaginez bien que la suite implique des choses vraiment sordides, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir abandonné le storyboard jam, Steve Ressell va le reprendre et se décider à continuer. Et là, je vais mettre une pause. On va garder cette histoire de storyboard en tête, on va regarder cet article de journal personnel fait par Steve Ressell dans un coin, et je vais vous parler d'autre chose. Le 5 juillet 2020, Shannon Strucci, petite youtubeuse américaine, fait un thread sur Twitter où celle-ci accuse un directeur d'animation célèbre de l'avoir groom lorsqu'elle avait 16 ans, à travers des conversations sur internet où celui-ci était très au courant de son âge et avouera à de multiples reprises que ce jeune âge l'excitait. Oui, c'est bien Steve Ressell. Il avait 38 ans au moment des faits. Celui-ci